Tieushin, Ting Fap. Après la mort de mes parents, ma sœur a eu 35 € et m'a jeté dehors jusqu'à la question de l'avocat. DCH, Soke CHT CHAM, CH toi qu'au 35 € vanim toi ANG, Shoenko ICLUS. Ontom Nightext, Ting Fap. Quand mes parents sont morts, ma sœur a hérité de la maison et de 35 €. Puis elle m'a viré en disant, va mourir ailleurs, tu es inutile. Plus tard, l'avocat a ri, avez-vous lu le testament? Ma sœur a blêmi car le document disait. DCH, Kishaem toi kwai, CH toi DHK Nguagne va 35 €. So accent aigu CH ta 8 toi Ivanois, ICHT CHK qui, côté acheté vos DNG. So accent aigu, l'USC, ko c'est dit Shuksha? CH toi ta IMT6 t'élu noix RNG. Quand mes parents sont morts, ma sœur a hérité de la maison et de 35 €. Puis elle m'a viré en disant, va mourir ailleurs, tu es inutile. Plus tard, l'avocat a ri, avez-vous lu le testament? Ma sœur a blêmi car le document disait. Je n'oublierai jamais le bruit de ses talons Louis Vuitton claquant sur le parquet en chêne de son appartement du 16e arrondissement. Ce rythme sec, autoritaire, qui dictait ma vie depuis 5 ans. Mais aujourd'hui, le rythme était différent. Hésitant. Tremblant. Hortense, ma belle-mère, celle qui m'avait regardé de haut comme si j'étais une tache de boue sur sa moquette persane, se tenait devant moi, les mains jointes, les yeux remplis d'une terreur liquide. Elle ne regardait pas mes chaussures bon marché cette fois. Elle regardait l'acte de propriété que je tenais calmement dans ma main gauche. Elle avait passé des années à m'appeler la petite opportuniste de banlieue. Elle avait juré que je ne toucherais jamais un centime de l'héritage familial. Elle avait raison. Je n'ai pas touché à leur argent. J'ai fait mieux. J'ai utilisé le mien pour racheter ses dettes, son immeuble et sa fierté. Et maintenant, je savourais ce silence, ce moment suspendu juste avant que je ne prononce les mots qui allaient la détruire. Hortense, vous avez 30 jours. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant de vous raconter comment j'ai transformé mes larmes en une vengeance glaciale et méthodique, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous rejoignez, et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore lire vos messages aux 4 coins du monde. Tout a commencé il y a 6 ans. J'avais 28 ans, j'étais jeune, naïve et follement amoureuse de Marceau. Marceau était le genre d'homme qui semble sorti d'un catalogue de mode masculine, charmant, bien éduqué, avec ce petit côté désinvolte des hommes qui n'ont jamais vraiment eu à se battre pour quoi que ce soit. Nous nous étions rencontrés lors d'un vernissage à Paris. Je venais de lancer ma petite agence de design d'intérieur, et lui travaillait dans la finance, ou du moins, c'est ce qu'il disait. En réalité, il gérait vaguement le patrimoine familial sous la supervision stricte de sa mère. La première fois que Marceau m'a présenté à Hortense, j'ai su que j'entrais en zone de guerre. Le déjeuner avait lieu chez elle, dans cet immense appartement avenue Foch, avec vue sur la tour Eiffel. Tout y criait l'argent ancien, le vieux riche. Les meubles empire, les tableaux de maître, et cette odeur de cire et de fleurs coupées qui me prend encore à la gorge aujourd'hui. Maman, voici Aliénor, avait dit Marceau avec un sourire nerveux. Hortense ne s'était pas levée. Elle était assise dans son fauteuil Voltaire, drapée dans une soie bleu nuit, un collier de perles à 3 rangs serrant son cou fripé. Elle m'a scanné de la tête aux pieds. Son regard s'est attardé sur mon sac à main, une marque correcte, mais pas du luxe, et ses lèvres se sont pincées en une ligne fine de désapprobation. Aliénor? C'est original, avait-elle lâché. C'est un prénom historique. Un peu trop grand pour une fille qui vient de quel endroit déjà? De Montreuil, madame, avais-je répondu poliment, ignorant la pique. Ah. L'Est parisien. Charmant. Le ton était donné. Pour Hortense, je n'étais pas une personne. J'étais une statistique démographique indésirable. Tout au long du repas, elle m'a posé des questions insidieuses, conçues pour me mettre mal à l'aise. Vos parents font quoi, ma chère? Mon père était facteur et ma mère institutrice. Ils sont à la retraite maintenant. Un silence gêné. Marceau a bu une gorgée de vin, fuyant le regard de sa mère. Des fonctionnaires. C'est honorable, a-t-elle dit avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. On a toujours besoin de gens pour servir l'État. Et vous, vous décorez des maisons, c'est cela? C'est amusant comme passe-temps. C'est mon métier, Hortense. J'ai ma propre entreprise.
Une entreprise? Oh, vous voulez dire que vous êtes auto-entrepreneur. C'est mignon. Marceau, chérie, passe-moi le sel. Je suis sortie de ce déjeuner avec une boule au ventre. J'ai demandé à Marceau pourquoi il ne m'avait pas défendu. Elle est comme ça, Aliénor. Elle est vieille école. Elle veut juste s'assurer que tu es bien pour moi. Ne le prends pas personnellement. Ne le prends pas personnellement. C'est la phrase que j'allais entendre en boucle pendant les 3 années suivantes. Mais comment ne pas prendre personnellement le fait d'être traitée comme une voleuse potentielle? Le cauchemar s'est intensifié lorsque Marceau m'a demandé en mariage. C'était un moment magique, sur les quais de Seine, avec une bague magnifique qu'il avait achetée avec ses économies, enfin, c'est ce que je croyais. 2 jours après l'annonce, j'ai été convoquée chez Hortense. Marceau était là, assis sur le canapé, la tête basse. À côté d'Hortense se tenait un homme en costume gris, un notaire de famille, maître de l'orme. « Asseyez-vous, Aliénor » a ordonné Hortense sans préambule. « Nous devons parler de l'avenir. Le mariage est une chose sérieuse, surtout quand il y a un déséquilibre, flagrant, de patrimoine. » Elle a poussé un dossier épais vers moi sur la table basse en marbre. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « Un contrat de mariage. Séparation de biens stricts. Renonciation à toute pension compensatoire en cas de divorce. Et une clause spécifique stipulant que tout bien acquis par Marceau, même pendant le mariage, reste la propriété exclusive de la famille de V. » J'ai regardé Marceau. « Tu es d'accord avec ça » Il a haussé les épaules, impuissant. « C'est pour protéger l'héritage, chérie. C'est juste une formalité. Maman dit que c'est standard. » J'ai pris le contrat. J'ai lu les clauses. C'était plus qu'une protection. C'était une humiliation. Il y avait même une clause sur la conduite morale de l'épouse, suggérant que si je déshonorais la famille, je partais sans rien, même pas mes propres vêtements s'ils avaient été achetés avec l'argent du ménage. Je ne signerai pas ça sous cette forme, ai-je dit calmement. Je suis d'accord pour la séparation de biens, je ne veux pas de votre argent, Hortense. Mais les clauses morales et la renonciation totale sont abusives. Hortense a ri. Un rire sec, comme du verre brisé. Vous n'avez pas le choix, ma petite. Marceau ne vous épousera pas sans ce contrat. N'est-ce pas, Marceau? Marceau a regardé ses chaussures. Aliénor, s'il te plaît. Fais-le pour nous. J'ai senti les larmes monter. Non pas de tristesse, mais de rage. J'étais face à un mur. J'aimais Marceau, mais je voyais pour la première fois à quel point il était sous l'emprise de cette femme. J'ai signé. J'ai signé parce que je croyais que notre amour serait plus fort que ses papiers. J'ai signé en me disant que je lui prouverais qu'elle avait tort, que je n'étais pas là pour l'argent. Quelle erreur. Le mariage a été organisé entièrement par Hortense. Elle a rejeté toutes mes idées. Des fleurs des champs? Quelle vulgarité. Nous aurons des lys blancs. Une robe simple? Vous voulez ressembler à une servante? Je vous ai pris rendez-vous chez mon couturier. Elle a même invité 200 personnes de son cercle, des gens que je ne connaissais pas, et m'a accordé 20 invitations pour ma famille et mes amis. Pour ne pas mélanger les torchons et les serviettes, avait-elle chuchoté à sa sœur lors des essayages, pensant que je n'entendais pas. Le jour J, je me sentais comme une actrice dans une pièce de théâtre que je détestais. Mais j'ai souri. J'ai dit oui. Et j'ai dansé avec mon mari, essayant d'ignorer le regard de faucon d'Hortense qui surveillait chaque coupe de champagne que je buvais, comme si elle craignait que je ne lui coûte trop cher. Mais le véritable enfer a commencé 6 mois après le mariage. Mon entreprise a connu une période difficile. Un gros client n'avait pas payé, et j'avais besoin de trésorerie pour payer mes fournisseurs. J'étais stressée, je perdais le sommeil. Marceau, toujours aussi passif, m'a dit « Demande à maman. Elle a des fonds liquides. » J'ai ravalé ma fierté. Je suis allée voir Hortense. Je n'ai pas demandé un don, mais un prêt. Un prêt officiel, avec intérêt, que je rembourserai sur 2 ans. Hortense m'a reçue dans son salon, buvant son thé Earl Grey. Elle a écouté ma demande, un petit sourire satisfait aux lèvres. Vous avez des ennuis financiers? Déjà? Je savais que vous n'aviez pas les épaules pour gérer une affaire. Les filles de votre milieu manquent souvent de rigueur.
C'est un problème de trésorerie passager, Hortense. Mon carnet de commandes est plein. J'ai juste besoin d'un pont. Elle a posé sa tasse lentement. Non. Non. Je ne prête pas d'argent aux causes perdues. Si vous faites faillite, cela apprendra à Marceau qu'il a fait un mauvais choix. Cela servira de leçon. De plus, je ne veux pas que l'argent de la famille soit dilué dans vos petites bricoles décoratives. Débrouillez-vous. Ou mieux, fermez boutique et occupez-vous de la maison comme une bonne épouse. Marceau a besoin de repasser ses chemises. Je suis sortie de là en tremblant. J'ai dû vendre ma voiture et emprunter à mes parents qui n'avaient pas grand-chose pour sauver ma boîte. J'ai travaillé 18 heures par jour pendant 1 an. J'ai sauvé mon entreprise. Seule. Sans l'aide de mon mari, qui trouvait que je travaillais trop et que je négligeais ses besoins, répétant les mots de sa mère. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. L'amour aveugle a laissé place à une lucidité froide. J'ai commencé à observer. Vraiment observer. Et ce que j'ai découvert allait tout changer. Pendant les 2 années suivantes, j'ai joué le jeu. Je suis devenue l'épouse modèle en apparence. Je souriais au dîner mondain, j'acceptais les critiques d'Hortense sur ma coiffure, mon poids, ou ma façon de tenir ma fourchette. On ne coupe pas la salade, Aliénor, on la plie, disait-elle devant tout le monde pour m'humilier. Je pliais ma salade. Je pliais l'échine. Mais à l'intérieur, je m'affûtais. Mon entreprise, l'art de vivre, a décollé. J'ai décroché des contrats avec des hôtels de luxe à Lyon et Bordeaux. L'argent a commencé à rentrer. Beaucoup d'argent. Mais je n'ai rien dit. J'ai ouvert un compte bancaire secret, au nom de ma société, dans une autre banque. À la maison, je continuais de porter mes vieux vêtements et je disais à Marceau que les affaires étaient stables, sans plus. Je savais que s'il savait que je gagnais plus que Marceau, la dynamique changerait, et pas en bien. Hortense aurait trouvé un moyen de contrôler cet argent ou de me faire culpabiliser. Le tournant décisif a eu lieu lors du 60e anniversaire d'Hortense. Une soirée grandiose dans un salon privé d'un restaurant étoilé. Tout le gratin était là. J'avais passé des semaines à chercher le cadeau parfait, malgré tout. J'avais trouvé une broche antique, modeste mais élégante, qui m'avait coûté une belle somme. Au moment de l'ouverture des cadeaux, Hortense a ouvert le mien. Elle a tenu du bout des doigts, comme si c'était un insecte mort. Oh! Une broche. C'est charmant. C'est du plaqué, je suppose? Elle a reposé sans même la sortir de la boîte et est passée au cadeau suivant, un sac Hermès offert par les cousins riches. Ah! Voilà ce que j'appelle du goût! S'est-elle exclamée en embrassant sa nièce. J'étais assise à côté de Céleste, ma meilleure amie qui m'avait accompagnée pour me soutenir. Elle m'a serré la main sous la table. Ne dis rien, a-t-elle chuchoté. Mais le pire restait à venir. Au dessert, Hortense a fait un discours. Elle a parlé de sa famille, de sa fierté, de ses ancêtres. Et puis, elle a parlé de Marceau. Mon fils chéri. Tu mérites le meilleur. Je sais que la vie n'est pas toujours facile quand on doit traîner des boulets. Mais sache que ta mère sera toujours là pour rectifier les erreurs de parcours. La salle a ri doucement. Tout le monde savait de qui elle parlait. J'étais le boulet. Je me suis sentie nue, exposée, salie. J'ai regardé Marceau. Il riait aussi. Il riait avec eux. Il riait de moi pour plaire à sa mère. C'est là que j'ai compris. Il n'était pas une victime. Il était complice. Après le dîner, je suis allée aux toilettes pour me calmer. En sortant, j'ai entendu des voix dans le couloir adjacent. C'était Hortense et son notaire, maître Delorme, celui-là même qui m'avait fait signer le contrat. Je me suis immobilisée derrière une plante verte. La situation est critique, Hortense, disait Delorme à voix basse. Vous ne pouvez plus ignorer les créanciers. L'hypothèque sur l'immeuble de l'avenue Foch arrive à échéance. Vous avez 3 mois de retard. Je sais, a sifflé Hortense. Mais je ne peux pas vendre maintenant. Ce serait un aveu de faiblesse. Que diront les gens? Les gens diront que vous êtes à la rue si la banque saisit l'immeuble. Vous vivez bien au-dessus de vos moyens depuis la mort de votre mari. Les placements de Marceau ne rapportent rien, il est incompétent, vous le savez.
Vous devez trouver 500 000 € rapidement pour apurer les dettes immédiates, sinon la procédure de saisie sera lancée. Et si je demande à Bastien? Votre frère? Il sait que vous êtes ruiné. Il ne vous prêtera rien. Je trouverai une solution. Je suis une devée. Nous retombons toujours sur nos pattes. Peut-être que je peux augmenter les loyers des 2 appartements du bas? Ils sont déjà au maximum légal. Hortense, écoutez-moi. Vendez les bijoux. Vendez la maison de campagne. Jamais. C'est tout ce qui me reste de ma dignité. Je suis restée là, pétrifiée. La grande Hortense, la femme qui me traitait de clocharde, était ruinée. Elle vivait à crédit. Elle jouait la comédie de la richesse alors que son empire s'effondrait. Et Marceau? Il est incompétent. Même sa mère le savait. Je suis rentrée à la maison ce soir-là avec une étrange sensation de puissance. Je détenais un secret nucléaire. Mais je ne voulais pas simplement le révéler. Je voulais l'utiliser. C'était le moment où l'injustice m'a frappé de plein fouet. J'avais travaillé dur pour chaque centime. Elle avait hérité, dépensé, gaspillé, et elle osait me juger? Elle osait m'humilier publiquement alors qu'elle était au bord du gouffre? Dites-moi dans les commentaires, à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous révélé son secret à tout le monde immédiatement pour l'humilier? Ou auriez-vous, comme moi, choisi d'attendre pour frapper plus fort? J'ai vraiment besoin de savoir si je suis la seule à avoir cet instinct de prédatrice qui s'est réveillé. Les semaines suivantes, j'ai mis mon plan en marche. J'ai contacté un ami agent immobilier spécialisé dans les ventes aux enchères et les saisies bancaires. Je lui ai demandé de surveiller discrètement la situation de l'immeuble d'Hortense. « Tu es sûr, Aliénor ?» m'a demandé Pierre. « C'est l'immeuble de ta belle-mère. » Justement. Je veux savoir dès que la banque bouge. Je veux être la première sur le coup. En parallèle, ma carrière a explosé. J'ai signé le contrat de ma vie, la rénovation complète d'un château transformé en hôtel de luxe en Provence. Un contrat à 6 chiffres. Avec les bonus et mes économies des 3 dernières années, j'avais de quoi frapper fort. Mais à la maison, l'ambiance devenait irrespirable. Hortense, stressée par ses dettes, devenait de plus en plus venimeuse. Elle venait chez nous à l'improviste, critiquait mon ménage, ouvrait mon frigo. C'est vide. Tu ne nourris pas mon fils? C'est pour ça qu'il a l'air si fatigué. Marceau est grand, il peut faire des courses, ai-je répondu un jour. Une femme doit s'occuper de son foyer. Mais évidemment, avec tes origines, tu n'as pas eu l'exemple d'une maison bien tenue. J'ai serré les dents si fort que j'ai cru qu'elles allaient se briser. Sortez de ma cuisine, Hortense. Elle s'est figée. Pardon? Tu me chasses? Chez mon fils? C'est aussi chez moi. Et je travaille. J'ai besoin de calme. Elle est partie en claquant la porte, hurlant qu'elle allait dire à Marceau de me remettre à ma place. Le soir même, Marceau est rentré furieux. Tu as manqué de respect à maman. Elle est en pleurs. Elle dit que tu l'as agressée. Je lui ai demandé de sortir parce qu'elle m'insultait, Marceau. Elle m'insulte depuis le premier jour. Et toi, tu ne dis rien. Elle est âgée. Elle est fragile. Tu dois faire des efforts. Si tu continues comme ça, je ne sais pas si on pourra continuer. La menace du divorce. Il l'avait lâché. Je l'ai regardé, cet homme que j'avais aimé, et je n'ai vu qu'un petit garçon effrayé par sa maman, un homme prêt à couler avec le navire par lâcheté. Très bien, Marceau. Si c'est ce que tu penses. Le lendemain, j'ai appelé mon avocat. Non pas pour le divorce, pas encore. Je voulais d'abord sécuriser ma victoire. 3 mois plus tard, l'appel que j'attendais est arrivé. Pierre, mon ami agent immobilier. Aliénor, c'est fait. La banque a saisi. L'immeuble est mis en vente aux enchères judiciaires dans 2 semaines. C'est une vente à la bougie, très discrète. Hortense a tout fait pour cacher ça, mais elle n'a plus le choix. Quel est le prix de départ? 1,2 million d'euros. C'est donné pour le quartier, mais il y a des dettes et des travaux. C'est risqué. Je le prends. Tu as cette somme? J'ai l'apport, et la banque me suit pour le reste grâce au contrat de Provence.
Je vais créer une SCI écran. Je ne veux pas que mon nom apparaisse avant la signature finale. Le jour de la vente aux enchères, je n'y suis pas allée. J'ai envoyé mon avocate, Céleste. Je suis restée dans mon bureau, fixant le téléphone, le cœur battant à tout rompre. Hortense pensait sans doute qu'un ami de la famille rachèterait le bien et la laisserait vivre là par charité. Elle vivait dans un conte de fées. À 11h30, mon téléphone a vibré. Un message de Céleste. Félicitations, madame la propriétaire. On l'a eu. J'ai fermé les yeux et j'ai expiré un long souffle. Je possédais l'immeuble. Je possédais l'appartement où elle m'avait humilié. Je possédais les murs qui avaient entendu ses moqueries. Mais je n'ai rien dit. J'ai attendu. J'ai attendu le moment parfait. Le dîner de Noël. Noël approchait. L'ambiance était glaciale entre Marceau et moi, mais nous maintenions les apparences. Hortense, fidèle à elle-même, avait décidé que le dîner de Noël se ferait chez elle, une dernière fois avant les travaux, avait-elle dit mystérieusement. Elle racontait à tout le monde qu'elle allait faire des rénovations majeures, cachant désespérément le fait qu'elle n'était plus propriétaire de rien. La banque lui avait accordé un délai de grâce pour quitter les lieux, délai qui arrivait à échéance le 31 décembre. Elle n'avait rien dit à Marceau. Elle pensait sûrement trouver un miracle ou manipuler le nouveau propriétaire. Ce qu'elle ignorait, c'est que le nouveau propriétaire, c'était la SCI Némésie, gérée par moi. Le 24 décembre au soir, nous sommes arrivés avenue Foch. Il neigeait légèrement sur Paris, une ambiance féerique qui contrastait avec la tempête que je m'apprêtais à déclencher. Je portais une robe rouge sang, une couleur qu'Hortense détestait, c'est vulgaire, ma chérie. Ce soir, je m'en fichais. Je me sentais invincible. Hortense était survoltée. Elle avait maigri, ses traits étaient tirés, mais elle portait ses diamants comme une armure. Ah, vous voilà. Marceau, tu es superbe. Aliénor, toujours aussi voyante. Nous sommes passés à table. Il y avait la tante Solange, le cousin Thibault, et quelques autres parasites de la haute société. Le dîner était somptueux, foie gras, chapon aux truffes, grand cru. Elle dépensait ses derniers centimes pour la façade. Au milieu du repas, Hortense a tapoté son verre avec une cuillère en argent. J'ai une annonce à faire, a-t-elle déclaré avec une voix tremblante mais théâtrale. Comme vous le savez, cette année a été complexe. Mais la famille de V reste debout. J'ai décidé de restructurer notre patrimoine. Cet appartement est devenu trop grand pour moi seul. Je vais donc le mettre en location et partir en voyage. Menteuse. Elle allait être expulsée. Marceau a levé la tête, surpris. Tu vas louer? Mais où vas-tu aller, maman? Oh, je voyagerai. Venise, peut-être. Ou la côte. Ne t'inquiète pas pour moi, chérie. J'ai souri. J'ai pris une gorgée de vin et j'ai posé mon verre doucement. C'est étrange, Hortense, ai-je dit d'une voix claire qui a coupé toutes les conversations. Parce que j'ai entendu dire que l'immeuble avait été vendu aux enchères il y a 2 semaines. Un silence de mort est tombé sur la table. La tante Solange a lâché sa fourchette. Hortense est devenue livide. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ce sont des rumeurs. Vraiment? Ai-je continué, en sortant une enveloppe de mon sac à main. Parce que j'ai ici une lettre recommandée qui vous a été envoyée ce matin mais que vous avez refusé de signer. C'est un avis d'expulsion. Marceau m'a regardé, horrifié. Aliénor, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Non, Marceau. Je suis informée. Hortense s'est levée, renversant sa chaise. Sortez. Sortez de chez moi, petite vipère. Comment osez-vous gâcher mon Noël avec vos mensonges? J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai sorti le document officiel. Ce n'est pas un mensonge, Hortense. L'immeuble appartient désormais à la société Némésie. Et vous savez qui est l'actionnaire majoritaire de Némésie? Elle me fixait, la bouche ouverte, la respiration sifflante. Elle commençait à comprendre. La terreur que j'ai décrite au début de cette histoire envahissait ses yeux. C'est moi, ai-je dit simplement. Quoi? A balbutié Marceau. Toi? Mais, tu n'as pas d'argent. Tu es décoratrice.
Je suis architecte d'intérieur, Marceau. Et je suis très doué. Et contrairement à toi et ta mère, je ne dépense pas l'argent que je n'ai pas. J'ai racheté l'immeuble. Tout l'immeuble. Hortense s'est assise lourdement, comme si ses jambes ne la portaient plus. C'est impossible. C'est de l'argent sale. Tu as volé. J'ai travaillé. Pendant que vous me traitiez de moins que rien, je construisais un empire. Et maintenant, Hortense, je suis votre propriétaire. Et comme vous n'avez pas payé vos charges depuis 2 ans, et que vous occupez les lieux sans titre ni droit depuis la vente, je me suis penché vers elle, savourant chaque syllabe. Vous avez 30 jours pour vider les lieux. Et je veux que cet appartement soit rendu dans un état impeccable. Pas de trous dans les murs pour vos tableaux poussiéreux. Marceau s'est levé, le visage rouge de colère. Tu ne peux pas faire ça à ma mère. C'est mon héritage. Ton héritage? Ai-je ri. Ton héritage est une dette de 500 000 € que ta mère a accumulée. Si je n'avais pas racheté l'immeuble, la banque t'aurait poursuivi en tant que caution solidaire. Je viens de te sauver la vie, idiot. Il s'est tu, abasourdi. Il a regardé sa mère pour un démenti, mais Hortense pleurait silencieusement, le visage dans les mains. La grande dame était brisée. La tante Solange s'est levée, a pris son sac et a murmuré « Quelle honte !» avant de quitter la pièce précipitamment, suivie par les autres invités. Les rats quittaient le navire. Nous sommes restés là, dans ce grand salon froid. Le sapin de Noël clignotait ironiquement. « Pourquoi ?» a demandé Hortense d'une voix faible. « Pourquoi ne pas m'avoir aidé au lieu de m'acheter ? Vous rappelez-vous quand je vous ai demandé un prêt pour sauver mon entreprise ? Ai-je répondu. Vous m'avez dit que la faillite serait une bonne leçon. Eh bien, Hortense, considérez ceci comme votre leçon. J'ai posé l'acte de propriété sur la table entre la dinde et les bougies. Joyeux Noël. Je me suis levée, j'ai lissé ma robe rouge, et je me suis dirigée vers la sortie. Aliénor, attends. A crié Marceau. Où vas-tu ? Je rentre chez moi. Dans mon appartement que je paie. Toi, tu peux rester ici et aider ta mère à faire ses cartons. Tu as le choix, Marceau. Tu viens avec moi maintenant et on discute de notre avenir, ou tu restes avec elle et c'est fini. Il a regardé sa mère, effondrée. Il m'a regardée, moi, triomphante. Il a hésité. Cette hésitation a duré 1 seconde, mais elle m'a tout dit. Il a fait un pas vers sa mère. Maman, ça va aller. J'ai hoché la tête. Adieu, Marceau. Je suis sortie dans la nuit parisienne. L'air était glacé, mais je n'avais jamais eu aussi chaud. Je me sentais légère. Libre. J'avais perdu un mari, mais j'avais gagné ma dignité. Et un immeuble avenue Foch. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les 30 jours qui ont suivi ont été les plus chaotiques de ma vie. Hortense n'allait pas partir sans se battre, et elle avait encore quelques tours vicieux dans son sac. Elle a essayé de détruire l'appartement avant de partir. Elle a essayé de me traîner en justice. Vous voulez savoir comment elle a fini ? Comment j'ai découvert qu'elle avait caché des bijoux de valeur dans les murs pour ne pas qu'ils soient saisis ? Et comment Marceau est revenu ramper à ma porte 6 mois plus tard ? Je vous raconterai la suite, la guerre des 30 jours et la chute finale, dans la prochaine partie. C'est la fin de cette première partie de mon histoire. J'espère que vous avez ressenti la satisfaction que j'ai eue ce soir-là. Si vous avez aimé voir le karma frapper à la porte, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite de ma vengeance. Et surtout, dites-moi en commentaire, ai-je été trop dur avec Marceau en le laissant là-bas ? J'ai hâte de lire vos avis. À très vite. Le lendemain de Noël, je me suis réveillée seule dans mon appartement, mais pour la première fois depuis des années, le silence n'était pas pesant. C'était le silence de la liberté. Cependant, je savais que la bête était blessée, mais pas encore morte. Hortense avait 30 jours. Et elle allait faire de ces 30 jours un enfer. Dès le 26 décembre, mon avocate, Céleste, a reçu un appel de l'avocat d'Hortense. Il contestait la validité de la vente. Il prétendait qu'il y avait eu un vice de procédure, que le prix de vente était dérisoire et lésait la famille. C'était du bluff, bien sûr. La vente aux enchères judiciaires est la procédure la plus verrouillée qui soit.
Mais c'était leur stratégie, gagner du temps, m'épuiser nerveusement et financièrement. J'ai répondu par le silence. Je n'ai pas décroché mon téléphone quand Marceau a appelé. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Il a laissé des messages vocaux pathétiques. Aliénor, sois raisonnable. Maman est sous antidépresseur. Tu ne peux pas nous mettre à la rue en plein hiver. Il y a la trêve hivernale. Ah, la trêve hivernale. Il avait appris un terme juridique. Sauf que la trêve hivernale protège les locataires. Hortense n'était pas locataire. Elle était une occupante sans droit ni titre d'un bien saisi par la justice et revendu. Le juge des référés avait été clair, l'expulsion était ordonnée sans délai compte tenu de la dette colossale et de la mauvaise foi avérée. Les jours passaient. J'imaginais Hortense dans son grand appartement vide, errant comme un fantôme au milieu de ses cartons. Mais je me trompais. Elle ne faisait pas ses cartons. Elle préparait sa vengeance. Le 20 janvier, 10 jours avant l'échéance, j'ai reçu un appel du gardien de l'immeuble, Monsieur Costa. Un homme gentil qui m'avait toujours bien traité, contrairement à Hortense qui ne lui adressait la parole que pour se plaindre. Madame Aliénor, enfin, Madame la propriétaire, a-t-il chuchoté au téléphone. Je ne devrais pas vous appeler, mais il se passe des choses là-haut. Quoi donc, Monsieur Costa? J'entends des bruits. Pas des bruits de déménagement. Des bruits de casse. Des marteaux. Et hier, j'ai vu Madame Hortense faire monter 2 hommes louches avec des outils. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit de me mêler de mes affaires si je voulais garder ma loge. Mon sang n'a fait qu'un tour. Elle était en train de saccager l'appartement. La politique de la terre brûlée. Si elle ne pouvait pas l'avoir, personne ne l'aurait. J'ai immédiatement appelé un huissier de justice pour faire un constat d'urgence. Nous sommes arrivés devant la porte 2 heures plus tard. Marceau était là, bloquant l'entrée. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en un mois. Sa chemise était froissée, il avait des cernes violets. Tu ne rentres pas, Aliénor. Maman se repose. Pousse-toi, Marceau. J'ai un huissier. Soit tu ouvres, soit on appelle la police et un serrurier. Tu veux vraiment que les voisins voient ça? Il a hésité, puis s'est écarté avec un soupir de défaite. Tu es devenu un monstre, a-t-il murmuré. J'ai eu un bon professeur, ai-je répondu en entrant. L'odeur m'a frappé en premier. Une odeur âcre, chimique. Et puis j'ai vu. Le salon, jadis si majestueux avec ses boiseries et son parquet en point de Hongrie, était un champ de ruines. Le parquet avait été rayé, sillon après sillon, probablement avec un tournevis ou un clou. Des entailles profondes, irréparables. Les murs. Elle avait arraché le papier peint de soie par lambeaux. Mais le pire, c'était la cuisine. Elle avait versé du ciment dans les évacuations de l'évier. Les robinetteries en laiton avaient été arrachées, laissant l'eau faiblement avant d'être coupée. Hortense était assise sur une chaise pliante au milieu du désastre, fumant une cigarette, elle qui détestait le tabac. Elle nous a regardés entrer avec un sourire dément. Il y avait quelques réparations à faire, a-t-elle dit d'une voix rauque. J'ai pensé commencer les travaux pour vous. L'huissier prenait des photos, le visage impassible, bien que je voyais ses mains trembler légèrement face à tant de vandalisme gratuit. Madame Devet, a dit l'huissier. Vous savez que vous allez être tenu responsable pénalement et financièrement de ces dégradations? Je n'ai rien, a-t-elle craché. Prenez mes dettes si vous voulez. Je suis insolvable. Je me suis approché d'elle. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'étais glaciale. Vous pensez que vous avez gagné, Hortense? Vous pensez qu'en détruisant ce parquet, vous me blessez? Ce n'est que du bois. Moi, j'ai l'argent pour tout refaire. Mieux. Plus beau. Et sans votre odeur de naphtaline. Mais vous venez de transformer une procédure civile en affaire pénale. Vandalisme aggravé. Destruction de biens d'autrui. Je ne vais pas seulement vous expulser. Je vais porter plainte. Son sourire a vacillé. Marceau. Fais quelque chose. Elle menace ta mère. Marceau regardait le sol rayé. Il a ramassé un morceau de bois arraché. Maman, pourquoi? Pourquoi tu as fait ça?
C'était la maison de papa. C'était ma maison. A-t-elle hurlé. Pas celle de cette parvenue. C'est à ce moment précis que Marceau a craqué. Il a lâché le morceau de bois. Il a regardé sa mère comme s'il voyait un étranger. Tu es folle, a-t-il dit doucement. Tu es complètement folle. Il s'est tourné vers moi. Je suis désolé, Aliénor. Je ne savais pas qu'elle ferait ça. Je vais partir. Je ne peux pas rester ici. Il est sorti, laissant sa mère seule sur sa chaise pliante. Pour la première fois, Hortense a eu peur. Vraiment peur. Elle venait de perdre son dernier allié. L'huissier a fini son constat. Madame, nous allons procéder à l'expulsion forcée dès demain matin avec le concours de la force publique si nécessaire. Vu l'état de péril et le vandalisme, le juge ne s'y opposera pas. Je suis sorti de l'appartement le cœur lourd mais résolu. La vision de cette destruction m'avait fait mal, oui. C'était du gâchis. Mais c'était aussi la preuve définitive que j'avais raison depuis le début. Cette femme était toxique jusqu'à la moelle. Je me suis arrêté dans le couloir pour respirer. J'ai réalisé que je tremblais. Pas de peur, mais d'adrénaline. C'était fini. La guerre était finie. Il ne restait plus qu'à nettoyer les cadavres. C'est une situation que je ne souhaite à personne. Voir un lieu chargé d'histoire détruit par pure méchanceté est un spectacle navrant. Dites-moi, avez-vous déjà été témoin d'une telle rage destructrice? D'une personne qui préfère tout casser plutôt que de laisser quelqu'un d'autre en profiter? Partagez vos histoires en commentaire, cela m'aidera à me sentir moins seul face à cette folie. L'expulsion a eu lieu le 31 janvier. Hortense est partie, escortée par 2 policiers, hurlant des insultes à tout le quartier. Elle n'avait emporté que 2 valises. Tout le reste, les meubles lourds, les livres, la vaisselle qu'elle n'avait pas cassée avaient été laissés là, à l'abandon. Selon la loi, j'ai dû stocker ces affaires dans un garde-meuble à mes frais pendant 3 mois, en attendant qu'elle vienne les chercher. Elle n'est jamais venue. Une fois l'appartement vide, j'ai respiré. J'ai engagé une équipe d'entrepreneurs avec qui j'avais l'habitude de travailler sur mes chantiers professionnels. On rase tout, chef? M'a demandé Marco, mon chef de chantier. On garde la structure. On sauve ce qui peut l'être des moulures. Mais le reste? On modernise. Je veux que la lumière entre. Les travaux ont commencé en février. J'étais là tous les jours. C'était ma thérapie. Voir cet endroit sombre et opprimant devenir lumineux et accueillant me guérissait de mes années de mariage. J'ai abattu la cloison entre la cuisine et le salon pour créer un immense espace de vie. J'ai remplacé le parquet détruit par un chêne clair magnifique. Mais la plus grande surprise m'attendait 3 semaines après le début des travaux. C'était un mardi matin pluvieux. Marco m'a appelé. Patronne, il faut que tu viennes. On a trouvé un truc bizarre en démontant la cheminée de la chambre principale. La chambre d'Hortense. Je suis arrivé en urgence. Les ouvriers étaient rassemblés autour de l'âtre de la vieille cheminée en marbre. Ils avaient retiré le trumeau, la partie supérieure avec le miroir, pour vérifier l'état du conduit. Derrière le miroir, il y avait une cavité. Une cachette aménagée dans le mur de pierre, invisible à l'œil nu si on ne démontait pas la structure. À l'intérieur de la cavité, il y avait une boîte métallique rouillée et un dossier en cuir. On n'a rien touché, a dit Marco. J'ai mis des gants de chantier. J'ai pris la boîte. Elle était lourde. J'ai forcé la serrure avec un tournevis. Le couvercle a sauté. À l'intérieur, enveloppé dans du velours noir, étincelaient des bijoux. Pas n'importe quel bijou. Je reconnus immédiatement le collier de saphir et de diamants que je n'avais vu qu'en photo. Sur le portrait de l'arrière-grand-mère de V. Hortense avait déclaré ses bijoux volés lors d'un prétendu cambriolage il y a 10 ans. Elle avait touché une assurance colossale. Et elle avait gardé les bijoux. Mais ce n'était pas tout. J'ai ouvert le dossier en cuir. Il contenait des documents bancaires. Des relevés de compte au Luxembourg et en Suisse, au nom de HDV. Les dates étaient récentes. Il y avait plus de 800 000 € cachés sur ces comptes. J'ai dû m'asseoir sur un sac de ciment. La tête me tournait. Elle avait de l'argent. Elle avait toujours eu de l'argent. Elle avait laissé l'immeuble être saisi,
elle avait laissé son fils s'endetter, elle m'avait refusé un prêt de 20 000 € alors qu'elle dormait sur une fortune cachée et illégale. Pourquoi? Par avarice? Par paranoïa? Ou simplement pour garder le contrôle absolu, en faisant croire à tout le monde qu'elle était la victime d'un système injuste? Elle avait fraudé l'assurance. Elle avait organisé son insolvabilité pour ne pas payer ses créanciers. C'était une criminelle en col blanc. J'ai regardé Marco. Appelle la police. Pas le 17. Appelle le commandant Lemaire, celui qui s'est occupé de l'expulsion. Dis-lui qu'on a trouvé des preuves de fraude massive. L'enquête a été rapide. Les preuves étaient irréfutables. Les bijoux correspondaient exactement à la liste des objets volés. Les comptes offshore étaient à son nom. Hortense vivait alors dans un petit hôtel miteux de la banlieue nord, ayant épuisé la générosité des rares amis qui lui restaient. Quand la police est allée l'arrêter, elle n'a pas résisté. On m'a raconté qu'elle avait juste demandé si elle pouvait emporter son manteau de fourrure. Même dans la chute, elle restait accrochée à ses apparences. Cette découverte a tout changé pour moi. Jusqu'ici, je culpabilisais un peu. Une petite voix me disait, « Tu as mis une vieille femme à la rue. » Mais là, la culpabilité s'est évaporée instantanément. Je n'avais pas mis une vieille femme pauvre à la rue. J'avais démasqué une escroc qui manipulait sa propre famille. J'ai pensé à Marceau. Savait-il? J'ai relu les relevés bancaires. Non. Il n'y avait aucun virement vers lui. Elle l'avait laissé couler. Elle préférait voir son fils ruiné plutôt que de partager son trésor de guerre. C'était d'une cruauté qui dépassait l'entendement. J'ai décidé de ne pas prévenir Marceau tout de suite. Je voulais que la justice suive son cours. Hortense a été mise en examen pour escroquerie à l'assurance, organisation frauduleuse d'insolvabilité et blanchiment de fraude fiscale. À son âge, elle n'irait peut-être pas en prison ferme longtemps, mais ses comptes ont été saisis. Tout. L'État et les assurances allaient se servir. Elle finirait vraiment sans rien, cette fois. Les travaux ont repris. J'ai transformé cet appartement maudit en un bijou d'architecture moderne. J'ai gardé une seule chose de l'ancien temps, la vue sur la tour Eiffel. Tout le reste était à moi. À mon image. 6 mois après mon achat, l'appartement était terminé. Il était magnifique. J'avais décidé d'y installer mes bureaux et mon showroom au rez-de-chaussée, et de vivre à l'étage. C'est là, dans mon nouveau bureau baigné de lumière, que le passé a frappé à ma porte une dernière fois. C'était un soir de juin. Il pleuvait des cordes, un orage d'été violent qui lavait les trottoirs de Paris. J'étais en train de finaliser les plans pour un client quand l'interphone a sonné. La caméra a affiché une silhouette familière, mais voûtée, trempée. Marceau. J'ai hésité. Je n'avais aucune obligation de lui ouvrir. Nous étions en instance de divorce, nos avocats ne communiquaient que par courrier recommandé. Mais la curiosité, ou peut-être le besoin de clore ce chapitre définitivement, l'a emporté. Monte. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai failli ne pas le reconnaître. Marceau, l'homme qui portait des costumes sur mesure et ne sortait jamais sans être impeccablement coiffé, ressemblait à un vagabond. Il avait perdu du poids. Ses vêtements étaient usés. Il avait le regard fuyant d'un animal battu. Il est entré, goûtant sur mon parquet neuf. Il a regardé autour de lui, les yeux écarquillés. C'est incroyable, a-t-il murmuré. Je ne reconnais plus rien. C'est magnifique, Aliénor. Tu as vraiment du talent. Je sais, Marceau. Je te l'avais dit pendant des années, mais tu étais trop occupé à écouter ta mère me dire que je n'étais qu'une bricoleuse. Il a grimacé comme si je l'avais giflé. Je sais. J'ai été stupide. J'ai été aveugle. Il s'est laissé tomber sur un fauteuil, sans même enlever son manteau mouillé. Tu sais pour maman? Pour la prison? Oui. C'est moi qui ai trouvé les bijoux. Je m'en doutais. Elle ne veut plus me voir. Elle dit que c'est de ma faute si elle a été prise. Que j'aurais dû mieux surveiller l'appartement. Même derrière les barreaux, elle continue de me manipuler. Il a levé les yeux vers moi, et j'y ai vu une détresse infinie. Je n'ai plus rien, Aliénor. Les créanciers ont saisi mon salaire. Je dors chez un ami sur un canapé,
mais il me demande de partir à la fin de la semaine. Je n'ai même pas de quoi me payer un repas correct ce soir. Le silence s'est étiré. L'homme que j'avais aimé, l'homme que j'avais épousé, était là, mendiant dans le salon qui avait appartenu à sa famille depuis 3 générations. L'ironie était cruelle. « Pourquoi es-tu venu, Marceau ?» Il a pris une grande inspiration. « Je voulais te demander pardon. » Vraiment. J'ai réalisé à quel point j'étais faible. Je t'aimais, tu sais. Je t'aimais vraiment. Mais j'avais tellement peur d'elle. Je pensais que si je revenais, si tu voyais que j'ai changé, peut-être qu'on pourrait essayer de nouveau. Ou au moins, peut-être que tu pourrais m'aider. Juste un peu. Le temps que je me refasse. J'ai regardé cet homme et j'ai cherché en moi une trace d'amour. Juste une petite étincelle. Mais il n'y avait rien. Juste de la pitié. Et la pitié n'est pas une base pour un couple. Je me suis levée et je suis allée chercher mon sac à main. J'en ai sorti une enveloppe. Marceau, tu te souviens du contrat de mariage? Celui que ta mère m'a forcé à signer? Il a baissé la tête. Oui. Séparation de biens stricte. Exactement. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Tu voulais protéger ton argent? Tu as réussi. Tu as protégé tes dettes aussi. Et moi, j'ai protégé ma réussite. J'ai posé un billet de 50 € sur la table basse. Je ne vais pas te reprendre. Je ne vais pas t'héberger. Je ne suis plus ta femme, Marceau. Je suis la femme qui a survécu à ta famille. Mais je ne suis pas un monstre. Prends ça. Va manger. Prends une chambre pour la nuit dans une auberge. Et demain, va voir une assistante sociale. Trouve un travail, un vrai travail, pas gestionnaire de fortune fantôme. Construis quelque chose par toi-même, pour la première fois de ta vie. C'est la seule façon pour toi de devenir un homme. Il a regardé le billet. Il a pleuré. Des larmes silencieuses, humiliantes. Il a pris le billet. Sa main tremblait. Merci, a-t-il chuchoté. Tu es plus forte que nous tous. Il s'est levé et s'est dirigé vers la porte. Avant de sortir, il s'est retourné. Tu sais, le jour du mariage. Maman m'avait dit que tu finirais par me ruiner. Elle avait raison, mais pas comme elle le pensait. Tu ne m'as pas pris mon argent. Tu m'as pris mon illusion de puissance. Il est parti. J'ai fermé la porte à double tour. J'ai commandé des sushis et j'ai ouvert une bouteille de vin blanc. J'ai mangé seule, face à la tour Eiffel qui scintillait. Je n'avais jamais été aussi heureuse. 5 ans ont passé depuis cette nuit-là. L'appartement de l'avenue Foch est devenu le siège social de mon groupe, Aliénor Design. J'ai aujourd'hui 30 employés. Nous rénovons des hôtels dans le monde entier. J'ai appris que Marceau avait quitté Paris. Il vit en Bretagne maintenant. Il travaille dans une pépinière. Il paraît qu'il est plus calme, plus simple. Il m'a envoyé une lettre l'année dernière pour me dire qu'il remboursait ses dettes petit à petit. Il n'a pas demandé à me voir. C'est mieux ainsi. Quant à Hortense, elle est décédée il y a 2 ans, seule, dans une maison de retraite médicalisée financée par l'aide sociale. Je ne suis pas allée à l'enterrement. Je n'avais plus rien à lui dire. Elle a vécu dans la haine et est morte dans l'oubli. C'est une fin triste, mais c'est celle qu'elle a écrite elle-même, page après page. Parfois, quand je marche dans les couloirs de mon entreprise, j'entends encore le claquement fantôme de ses talons. Mais ce n'est plus un bruit qui m'effraie. C'est un rappel. Le rappel qu'il ne faut jamais laisser personne définir votre valeur. Le rappel que la dignité ne s'achète pas avec un nom de famille ou un collier de perles. Le rappel que la meilleure vengeance n'est pas de crier ou de se battre dans la boue. La meilleure vengeance, c'est de réussir. C'est de vivre bien. C'est d'être heureux. Aujourd'hui, je suis remariée. Avec un homme qui est tout le contraire de Marceau. Un architecte, comme moi. Nous avons construit notre maison ensemble, pierre par pierre. Il n'y a pas de contrat de mariage humiliant. Il n'y a que du respect et du partage. Nous attendons notre premier enfant pour le mois prochain. Si c'est une fille, je ne l'appellerai pas Hortense, c'est certain. Elle aura un prénom libre.
Comme Victoire. Je regarde souvent l'acte de propriété encadré dans mon bureau. Non pas comme un trophée de guerre, mais comme mon diplôme de vie. J'étais la parasite, la petite opportuniste. Je suis devenue la propriétaire. Si vous traversez une situation similaire, si une belle famille vous méprise, si on vous fait sentir que vous n'êtes pas assez bien, écoutez-moi, ne signez pas leur contrat émotionnel. Ne croyez pas leurs mensonges. Travaillez. Construisez votre propre forteresse. Et un jour, vous aussi, vous pourrez les regarder dans les yeux et leur dire « Vous avez 30 jours pour sortir de ma vie ». C'est ainsi que s'achève mon histoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que mon parcours vous donnera la force de vous battre pour vous-même. Si cette histoire vous a touché, ou si elle vous a donné envie de reprendre le pouvoir sur votre vie, s'il vous plaît, partagez-la. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits de vie, et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Dans les commentaires, dites-moi, quelle est la plus belle revanche que vous ayez prise sur la vie? J'ai hâte de lire vos victoires. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, vous êtes le seul architecte de votre destin. À très bientôt.